à tous, bienvenue dans ce panel dédié au MAS, le Mobility as a Service. Alors, on assiste depuis plusieurs années à une multiplication des acteurs de la mobilité en milieu urbain, ce qui entraîne une vraie complexité pour l'usager qui n'arrive pas à s'y retrouver. Il semblerait qu'on ait trouvé la solution, le MAS, qui permettrait de regrouper l'ensemble de ces acteurs. Donc, qu'est-ce que le MAS concrètement? Qui sont les acteurs qui l'adressent et de quelle manière? Quels sont ses enjeux et ses facteurs clés de succès? Et puis enfin, quand est-ce que le MAS deviendra-t-il réalité dans chacune de nos villes et dans chacun de nos territoires? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir trois acteurs référents du sujet. Jean Deté, directeur des affaires publiques pour Europcar Mobility Group. Bonjour Jean. Bonjour. Aurélien Côté, qui est coordinateur du projet MAS pour Transdev. Bonjour Aurélien. Bonjour, et en fait c'est des projets, il y en a plusieurs. Ben voilà, des projets, vous allez nous l'expliquer tout de suite après. Et ensuite, David Lenné, qui est directeur commercial pour la France, l'Italie et la Belgique, pour la start-up lituanienne Trafi. Bonjour David. Bonjour à tous. J'ai le plaisir pour ma part de modérer cette table ronde. Je suis Sophie Bailly, en charge des partenariats pour VID, qui est un investisseur et un accélérateur de start-up dans les nouvelles mobilités créées par Mobivia. Alors pour commencer, c'est quoi le MAS? On pourrait le définir de manière assez simple comme une application qui regroupe tous les services de mobilité disponibles sur un territoire donné, aussi bien, on va dire, les transports en commun, les VTC, les services de micro-mobilité partagée et toutes les fonctionnalités de ces services, de la recherche d'informations jusqu'à la réservation, jusqu'au paiement, et ce dans le but d'offrir aux utilisateurs un voyage multimodal et sans rupture d'un point A à un point B. Donc vous l'aurez compris, l'objectif du MAS, c'est à la fois de pouvoir simplifier l'expérience utilisateur, mais c'est aussi d'accompagner ces utilisateurs vers une mobilité plus durable, donc en utilisant plus uniquement leur véhicule personnel. Donc, ça a l'air très simple. Quand je vous l'explique comme ça, c'est loin d'être le cas. Au-delà d'un outil, c'est avant tout un défi, une question de relation entre ces acteurs et on va le voir tout de suite avec nos invités. Alors, Aurélien, vous travaillez chez Transdev. En tant qu'opérateur de transport, de quelle manière Transdev adresse le MAS? Et en particulier, quel rôle jouez-vous vis-à-vis des autorités organisatrices des transports pour adresser ces enjeux du MAS? Alors, tout d'abord, effectivement, le MAS, c'est une question qu'on s'est posée il y a un petit moment chez Transdev, au point où on est quand même le premier opérateur de transport public au monde à avoir investi dans la première start-up qui a développé du MAS, donc MAS Global, qui est une société qui a développé la première application de Mobility as a Service opérationnelle à Helsinki. Et Transdev était le premier opérateur investisseur. Donc, on avait vu déjà que le MAS allait avoir un impact sur nos business de demain. Pour beaucoup, le transport en commun est le backbone, donc parce qu'on transporte en masse, M-A-S-S, est le backbone du MAS. Donc, effectivement, Transdev voit le MAS comme un outil qui, de toute façon, sera et bouleversera la manière de bouger de nos utilisateurs et de ceux qui ne sont pas encore nos utilisateurs. Alors après, étant donné qu'on est quand même ce qu'on appelle la colonne vertébrale du MAS, on a un rôle important à jouer. Et comme on est quand même aussi dans notre rôle de public transport, donc le public, on a un lien qui est très fort avec les autorités locales. Donc oui, l'autorité publique locale plus le transport public, c'est une équation qui est importante dans le succès du MAS. Quel rôle vous jouez du coup en particulier pour accompagner ces autorités locales justement pour adresser le MAS? Alors, on a la chance donc d'avoir eu beaucoup d'expérience sur le sujet et un peu partout dans le monde, puisque Transdev, c'est quand même un des plus gros opérateurs mondiaux. On opère dans un peu plus de 18 pays avec 85 000 personnes dans le monde. Et avec tous les différents projets qu'on a eus et qu'on a déployés et qu'on a testés, on sait à peu près qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ce qui nous permet de pouvoir donner des conseils à aux autorités locales pour pouvoir déployer quelque chose qui soit faisable et dans un temps raisonnable, avec des investissements raisonnables. Mais un MAS ne pourra jamais se faire, en tout cas pour Transdev, sans l'autorité locale
qui pourra imposer, réguler, faire en sorte que le MaaS puisse se déployer de manière cohérente pour, en fin de compte, l'utilisateur qui est souvent le citoyen. D'accord. Merci Aurélien. On comprend mieux du coup le rôle de stand-up historique, autorité organisatrice des transports et opérateur de transport. Tout à fait. Les acteurs privés ne sont pas en reste, ils se positionnent très fortement sur le MaaS. Alors de quelle manière l'aborde-t-il? Et en particulier, je me tourne vers vous, Jean, de quelle manière l'aborde un acteur tel qu'Europecar? Tout d'abord, chez Europcar Mobility Group, il est clair que nous supportons les objectifs du MaaS qui sont, comme vous l'avez dit, d'offrir une alternative crédible à l'usage du véhicule individuel, et ce, à notre opinion, plutôt pour les voyages quotidiens et les voyages réguliers. Et à travers la proposition d'offres multimodales, comme vous l'avez très bien dit en introduction, de façon à proposer quelque chose qui soit aussi agréable que son véhicule personnel. Et c'est là où on va voir, peut-être un peu plus tard dans le débat, que ce n'est pas si simple que ça. En tout cas, ça contribue à cette évolution que nous soutenons qui va de la possession vers l'usage. Et le MaaS n'est pas la suppression du véhicule individuel, mais c'est très certainement une bien meilleure utilisation de ce véhicule, et souvent en autopartage. Donc, en ce qui nous concerne, Europcar Mobility Group, ça s'est traduit par le développement de nos offres d'autopartage et principalement de notre marque Ubico, présente dans une dizaine de villes en Europe et à Paris. Donc, pour les Parisiens, c'est effectivement une marque qui est déjà plus connue. Ceci étant dit, on parle autopartage, on parle car sharing, mais ce n'est pas la technologie qui a inventé le car sharing, ce sont les loueurs de voitures. Et une location de voiture traditionnelle, c'est ni plus ni moins qu'un véhicule autopartagé. Alors certes, il est autopartagé pour une journée, pour 3 jours, pour une semaine, pour un mois pendant les vacances. Et la digitalisation a fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de flexibilité aujourd'hui, beaucoup plus de rapidité dans les décisions. Mais cette digitalisation, c'est ni plus ni moins qu'un renforcement de notre savoir-faire, qui est la gestion de flotte. Alors, il n'y a pas de révolution pour nous avec le MaaS. Il y a en revanche une évolution que nous supportons. Et pour être très clair, Europcar Mobility Group n'a pas la vocation à créer un MaaS B2C grand public, non, mais d'être un acteur essentiel d'une des différentes plateformes, ça certainement à travers nos offres de location, mais bien évidemment d'autopartage. Très bien, merci Jean. Donc vous l'avez évoqué, vous adressez le MaaS notamment à travers un nouvel entrant qui est Ubico. Je me tourne maintenant vers vous, David. Vous travaillez chez Trafi. Trafi, c'est peut-être une start-up qui est encore assez peu connue en France. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots? Et finalement, est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle une start-up peut-elle jouer dans ce jeu d'acteurs? Oui, bien sûr. Alors, Trafi, c'est un fournisseur de technologie. Donc, on est un éditeur de logiciels, pour faire ça simple, qui est concentré sur les outils de mobilité, sur la technologie mobilité et essentiellement sur le MaaS. C'est-à-dire que je rejoins ce qui a été dit. Je pense que le MaaS, c'est un écosystème entre l'autorité publique qui se doit de déployer des politiques de mobilité pour encourager les usages et donner l'accessibilité à tous. Les opérateurs, avec, comme le disait Aurélien, l'opérateur de transport public comme colonne vertébrale et les opérateurs complémentaires comme Europcar, par exemple, et plein d'autres. Et puis des acteurs technologiques, des acteurs digitaux comme Trafi, qui viennent finalement livrer la clé d'accès à toutes ces mobilités à travers des applications digitales dites MaaS. Alors, c'est soit de l'application digitale complète, le produit MaaS complet, comme on a déployé pour l'autorité organisatrice de Berlin, l'application Gelbi pour la BBG, ou pour la Suisse, cette application MaaS régionale en Suisse, soit c'est la vente de composants de ces solutions, l'interface utilisateur ou la plateforme de réservation ou la plateforme de data management ou le calculateur d'itinéraire pour venir compléter des solutions existantes. Donc, Trafi existe depuis 2013 maintenant, a essentiellement développé son activité sur l'Europe centrale, l'Europe de l'Est et l'Europe centrale, avec un tech hub basé à Vilnius, en Lituanie. Et puis, effectivement, récemment, j'ai la chance et l'honneur de prendre la direction de la France. Trafi est arrivé en France en mai 2020 pour proposer sa technologie en marque blanche aux autorités organisatrices et aux acteurs privés, qu'ils soient opérateurs, afin
d'améliorer, toujours d'offrir une expérience utilisateur la mieux possible pour encourager à l'utilisation. Vous le disiez, Sophie, hein, la complexité, c'est il y a plein d'offres. Comment je gère tout ça sans avoir 10 applications différentes, etc. Eh bien, nous, voilà, on vient fournir cet outil qui intègre le tout, adossé à un calculateur d'itinéraire, un compte de paiement et qui permet à l'utilisateur d'utiliser la mobilité sur le territoire. D'accord, donc on comprend bien effectivement que vous offrez une solution qui peut être la plateforme globale ou alors différents briques et du coup qui est modulable en fonction des besoins des opérateurs. Merci, Voilà, l'autorité organisatrice, les opérateurs et la technologie. merci David. On va aborder maintenant la deuxième partie de cette conférence autour des enjeux et des facteurs clés de succès du MAS. Donc, on aura compris hein, que l'enjeu de gouvernance et de collaboration public-privé notamment est primordial pour adresser le MAS. Il y a d'autres enjeux hein, qui sont intimement liés et qui s'invitent régulièrement au débat et qui doivent être, je dirais, craqués pour accélérer le développement du MAS, notamment le sujet de la data et celui du business model. Alors, pour commencer sur le sujet de la data, on imagine bien que toutes ces solutions, hein, toutes ces applications, elles agrègent, elles gèrent, elles génèrent énormément de données, des données d'usage, des données personnelles. On peut donc se poser plusieurs questions. Est-ce que pour que le MAS fonctionne, il faut que cette donnée soit ouverte et donc partagée entre tous les acteurs, hein? On parle beaucoup d'open data et donc au service d'un écosystème ouvert. Je me tourne vers vous, Jean et David. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Bah, je vais laisser le technicien conclure et apporter plus de précision. Mais de notre côté, c'est clair qu'on supporte l'open data, que l'open data est un prérequisite pour l'innovation. On voit bien de toute façon que c'est un sujet effectivement extrêmement important. Alors la data, à qui elle appartient, c'était une de vos questions. Elle appartient bien évidemment à l'utilisateur. Alors, tant qu'on est dans le cadre de l'exécution de son contrat dû à la RGPD, donc à la protection des données personnelles, il n'y a pas vraiment de souci. Mais à partir du moment où on offre quelque chose qui est multimodal, la data va forcément devoir, à un moment ou à un autre, passer entre différents partenaires, différents suppliers de ce trajet du point A au point B. Et là, on peut se poser quelques questions sur la réglementation. Est-ce que la RGPD est adaptée ou pas au MAS ? Et votre question, elle va aussi plus loin. D'ailleurs, c'est le mot que vous avez employé tout à l'heure, gouvernance, parce que c'est un petit peu quelque part, est-ce que c'est la réglementation ou est-ce que c'est le marché qui va gagner ? Ce n'est pas le rôle d'Europcar Mobility Group, ce n'est pas le rôle de Mass Alliance auquel j'appartiens de trancher, mais en revanche, notre rôle, c'est de s'assurer qu'on puisse vivre dans un écosystème où il y ait de la concurrence, où chacun puisse concourir de façon équitable, et c'est pour ça que nous défendons l'open data. Merci Jean. David, vous partagez le point de vue de Jean, vous avez un avis complémentaire? Oui, non, je partage dans l'ensemble l'avis de Jean. Je pense que déjà, il faut bien identifier deux familles de données. Il y a la donnée des opérateurs. Donc, où sont les véhicules en temps réel? Ça doit être ouvert. Si on veut faire du MAS, si on veut pouvoir agréger toute la mobilité et pouvoir donner le meilleur avis, les meilleures suggestions d'itinéraire à l'utilisateur final, il faut bien que la donnée des opérateurs soit ouverte. Elle est néanmoins propriété de ces opérateurs. Et puis, vous avez la donnée d'usage et la donnée personnelle de l'utilisateur. C'est encore un autre sujet où je rejoins Jean. Elle est la propriété de l'utilisateur. L'utilisateur doit avoir le choix soit de la confier à une autorité organisatrice tiers de confiance. C'est là où l'autorité organisatrice a un rôle à jouer en tant qu'orchestrateur du MAS sur un territoire et doit proposer la solution dite publique pour offrir cette solution, mais ça n'empêche pas qu'il doit y avoir de la concurrence et ça n'empêche pas des opérateurs privés. Alors moi, je n'ai pas parlé d'opérateurs là de mobilité, mais d'opérateurs du MAS, donc d'applications MAS. Ça ne doit pas empêcher des opérateurs privés du MAS de venir proposer leurs solutions pour faire jouer la concurrence et l'innovation. Libre choix à l'utilisateur final de lui confier sa donnée d'usage et sa donnée personnelle. Donc voilà, en gros, sur la donnée, l'importance de l'autorité organisatrice pour l'accessibilité pour tous, l'inclusivité, on en parlera peut-être après, sur est-ce qu'il faut avoir peur d'opérateurs privés qui viennent sur les territoires, est-ce qu'il faut donner le MAS au privé ou au public? Je pense que le MAS est une affaire publique, ouverte au privé pour émuler l'ensemble. Voilà ce que
mon avis sur l'open data. Donc oui à l'open data pour partager les mobilités, pour avoir les meilleures solutions de mobilité, l'open data des opérateurs, et oui à la propriété, à la décision pour l'utilisateur final, la décision de sa donnée d'usage et personnel, qu'il la donne soit à une autorité publique dans une application masse publique, soit à des opérateurs privés, c'est son choix. La transition est toute trouvée parce que vous parliez d'enjeux financiers. On va parler maintenant du business model du MaaS. Il y a de grosses questions autour de la rentabilité du MaaS. Est-ce que l'ensemble des acteurs peuvent espérer un jour de la rentabilité dans leur business? Et sinon, qui est-ce qui va gagner de l'argent dans la chaîne de valeur? Aurélien, vous voulez répondre? Oui, tout à fait. Alors, c'est très intéressant, effectivement. Alors, déjà, il faut bien comprendre que le MaaS, on est encore en test and learn. C'est-à-dire qu'on est dans une période où on est encore en mode projet, on teste et on essaie de comprendre ce qui va se passer. Il faut bien comprendre que la mobilité, elle est différente dans beaucoup de villes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même mobilité à Lyon qu'à Bordeaux, qu'à Lille ou qu'à Paris. Donc, le MaaS ne sera jamais le même complètement dans toutes ces villes-là. D'où le fait que l'autorité locale est importante puisqu'elle connaît la mobilité de ses concitoyens dans ces régions-là. De ce que j'ai pu voir depuis ces dernières années sur le MaaS, moi, ce que je vois, c'est que le business model qui était plutôt du B2C au départ a beaucoup de mal à trouver son business pour une simple raison, c'est que comme il est différent de ville en ville, il y a toujours des investissements importants à faire à chaque fois qu'on va dans une nouvelle ville. Donc, je pense que dans un premier temps, le premier business model qui va fonctionner, ce sera un business model plutôt B2G, business to government, qui sera géré par la ville et qui sera très certainement l'extension du transport public et qui sera effectivement dans des villes donc moyennes. Ça sera un business très certainement subventionné, comme le transport public, pour améliorer la mobilité des gens dans un territoire donné. On va aborder maintenant la dernière partie de ce panel. On a vu émerger un peu partout dans le monde des expérimentations autour du MaaS. Mais d'après vous, je vous pose la question à tous les trois, dans combien de temps est-ce qu'on verra un MaaS opérationnel et à quoi ressemblera-t-il? Est-ce que finalement ce sera plusieurs MaaS au niveau local ou alors il y a un ou plusieurs acteurs qui vont gagner la bataille mondiale du MaaS? Jean, vous voulez commencer? Eh bien, volontiers. Personnellement, je crois plus aux MaaS du bassin de mobilité, donc local, d'agglomération, de communes de communes. D'abord, je pense que c'est là où l'enjeu est le plus important, parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de trajets. Et n'oublions pas qu'un des objectifs du MaaS, c'est d'aller vers une mobilité qui est plus durable, qui est multimodale, mais qui est bonne pour l'environnement à l'arrivée. Donc, si on veut le faire, si on veut autant concentrer nos efforts là où il y a le plus de demandes. Là où il y a le plus de demandes, c'est là où il y a le plus de chances aussi d'avoir un business model. Mais comme le disait Aurélien tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de masse sans transport de masse. Et le problème, c'est que le transport de masse est totalement déficitaire ou totalement sponsorisé ou subventionné, comme vous voulez. Donc, on a une équation qui est effectivement compliquée parce qu'à partir du moment où un opérateur de masse, c'est-à-dire une plateforme, doit fournir un service qui inclut un transport qui est lui-même déficitaire, s'il ne bénéficie pas du même soutien que ce transporteur-là, il peut se retrouver effectivement dans une certaine complexité pour avoir un business model qui tient la route. Et en tout cas, de mon point de vue, il n'aura de la chance que là où il y a véritablement de la demande, donc au niveau du bassin de mobilité, comme je l'ai déjà dit. L'échéance, on a vu que dans certaines villes, ça a déjà commencé. Il y a déjà, que ce soit Denver aux États-Unis, on a noté Helsinki demain, mais on peut se dire qu'un city mapper, c'est presque du MaaS à Londres. Il y a un certain nombre d'exemples dans différentes villes. Néanmoins, je pense que l'usage n'est pas encore totalement là, que le crédit mobilité, si on parle de la France, c'est une bonne façon aussi de pousser les gens vers l'utilisation de services différenciants, de services complémentaires, donc du MaaS. Et je vois ça d'ici 18 à 2 ans, mais pas avant, ça c'est sûr. D'accord, donc une échéance tout de même assez court terme. Ça passe très vite, 18 mois, oui. Merci, Jean. Aurélien, David, est-ce que vous voulez compléter peut-être en quelques mots, parce qu'on arrive à la conclusion de ce panel? Alors, effectivement, David, je te laisse. Non, je t'en prie, vas-y, je t'en prie.
Alors effectivement, je pense que comme Jean, que dans les 24 mois, il va y avoir que toutes les initiatives qui ont été commencées il y a pratiquement un an vont trouver des réponses à ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour l'amélioration. Et donc, effectivement, d'aller d'un mode projet à un mode opération. Si on regarde, nous, chez Transdev, et on parle de la France, on a lancé Movizy 2, qui est la deuxième version de Movizy, qui est l'application locale, et qui est un vrai MaaS où tout est intégré de manière native et non pas en redirection des partenaires de mobilité. Là, vous parlez à Saint-Étienne notamment, c'est ça? À Saint-Étienne, exactement. Effectivement, pour les initiés, ils savent que c'est à Saint-Étienne. J'aurais dû le préciser. Et là, effectivement, on a, malgré la situation du Covid, des gens qui commencent à l'utiliser de manière quotidienne, en tout cas entre les deux confinements. Et on a eu un premier très bon retour de gens qui utilisaient plus de 2 modes de mobilité au sein même de l'application, donc transport en commun, vélo, car sharing ou taxi. Et effectivement, je pense que ça va dans le sens de l'histoire, parce que ça sera un outil qui va permettre aux autorités locales de mieux gérer la mobilité. Donc, qu'on le veuille ou non, je pense que le MaaS, c'est un outil qui sera là. Et 24 mois, ça me paraît normal sur un certain nombre de villes où le déploiement se fera. Merci Aurélien. David, quelques mots de conclusion et j'ai envie aussi de vous poser la question, pour vous, est-ce qu'il y a une taille critique de territoire pour que le MaaS se développe? On l'a beaucoup évoqué précédemment, ça dépend du service de mobilité, du nombre de services de mobilité disponibles. Du coup, chez Trafi, est-ce que pour vous, il y a dans vos expériences, il y a une taille critique de territoire pour pouvoir développer le MaaS? Alors, juste rapidement en conclusion, alors d'abord, je crois qu'il existe déjà, puisque Jelbi à Berlin, c'est quand même une vraie application MaaS qui est déployée depuis un an avec 8 opérateurs privés autour de tous les transports en commun de Berlin. L'application YouMove qui a été sortie cet été, qui couvre toute la Suisse allemande et les villes de Zurich, Berne et Bâle, c'est une vraie application MaaS. Donc, il y a une accélération. Il existe. 2, il y a une accélération. 3, sur le business model, si on dit quand va émerger le MaaS en termes de business model, je rejoins Jean et Aurélien. Je ne suis pas sûr que le business model du MaaS soit de gagner beaucoup d'argent. Le business model du MaaS, c'est de changer des usages parce qu'il y a une dimension sociétale et de mission publique derrière, il ne faut pas oublier. On veut chercher à réduire la congestion, les émissions de CO2, etc. Donc, le MaaS permet à la fois aux personnes, à l'utilisateur final, d'accélérer cette transition parce que ça devient facile à utiliser et d'optimiser les opérations sur le territoire et les besoins via la donnée que peut ramener tout ce MaaS. Merci David, ce sera le mot de la fin, même si vous l'aurez compris, ce débat amène beaucoup de questions et beaucoup d'échanges. Je vous remercie à tous les trois de vous être prêtés au jeu des questions et je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.